essayiste, historien. Son nom est associé au Figaro Magazine et au Figaro Histoire. Et il publie Les habits neufs du terrorisme intellectuel. C'est aux éditions Perrin et c'est en vente sur tvl.fr, sur la boutique de TV Liberté. Un texte de référence enrichi de très nombreux chapitres inédits et d'une préface de Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, je vais vous dire comment il parle de vous. Mais tout d'abord, bonjour Jean Sévillia. Bonjour Martial. Mathieu Bock-Côté dit d'entrée de jeu notre dette à l'endroit de Jean Sévillia. Notre dette. Et c'est vrai que depuis plus de 25 ans, c'est-à-dire la parution de Terrorisme intellectuel en 2000, on vous doit d'avoir bataillé ferme pour dévoiler la tyrannie derrière le consensus progressiste de cette gauche devenue totalitaire et qui monopolise le débat public. Alors je suis d'accord avec Mathieu Bock-Côté, on a une dette à votre endroit. Merci de souligner. Écoutez, ça fait 25 ans que je travaille, voilà, beaucoup, mêlant à la fois, j'essaye d'écrire, de travailler comme un historien et d'écrire comme un journaliste, voilà. Donc c'est un petit peu peut-être ma touche, c'est que je fais des livres de fond référencés, avec derrière du travail en archives, des documents, et puis que ce soit lisible pour le grand public. Et lisible dès le plus jeune âge, une de mes réussites, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes gens, très jeunes gens qui me lisent. Mes livres paraissent tous en poche après quelques mois. Et donc pour moi, d'avoir un jeune public, c'est aussi très important parce que c'est l'avenir. Comment vous est venue l'idée des habits neufs du terrorisme intellectuel? Vous vous êtes dit, est-ce qu'il fallait une remise à jour du terrorisme intellectuel, voilà, ou est-ce qu'il y avait sur le fond, des notions qu'il fallait que je revoie? Alors, peut-être après tout. Il y a les deux. Il y a les deux. D'une part, je voulais prolonger ce livre qui était devenu une sorte de classique de la littérature de droite, pour faire court. Mais il avait 25 ans, donc il s'est passé beaucoup de choses depuis 25 ans. Donc je voulais reprendre et raconter les événements survenus depuis les années 2000 et en même temps faire état du nouveau. Alors qu'est-ce que c'est le nouveau? Très schématiquement, quand j'ai publié mon livre en 2000, les chaînes d'information en continu n'existaient pas à la télévision, les réseaux sociaux n'existaient pas. Or, tout ça a introduit une démultiplication des moyens de communication. On a tous dans la poche un smartphone qui est à la fois un téléphone, un ordinateur, une télévision, une radio. C'est-à-dire que c'est un champ d'entrée pour le terrorisme intellectuel. Avant, on avait les mensonges, on les avait par la télévision, les 3 chaînes de télévision, quand ça c'est du temps déjà lointain, mais enfin, les journaux, et maintenant, on peut avoir du mensonge partout. Voilà. En même temps, et nous en avons tous profité, cette mutation technologique a permis à toute une pensée conservatrice, de droite, non politiquement correcte, on pourrait trouver 50 qualificatifs, de s'exprimer. Et puis il y a toute une jeune génération de jeunes journalistes. Il y en a chez vous, il y en a dans de multiples, dans la presse écrite, il y en a à la télévision, radio. Il y a toute une jeune génération de jeunes gens qui vont prendre notre succession, que le jour où ils ne seront plus là, on n'en est pas là. Mais absolument. Et donc, je suis content de préparer ce travail-là. Et donc, il fallait raconter cela, cette mutation. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait bouger un peu le mur du terrorisme intellectuel. On n'est plus tout à fait à la situation. Il y a des sujets dont on peut parler, même s'ils sont tabous. On va prendre par exemple l'immigration, ça reste un grand tabou. Enfin, il y a beaucoup de gens, il y a 30 ans, il y avait que Jean-Marie Le Pen, qu'on vient d'enterrer, qui avait lancé, ou 30 ans ou 40 ans, qui avait lancé le débat sur la question migratoire. Et le terrorisme intellectuel s'est beaucoup servi de lui, justement, parce que comme une fois qu'il a été diabolisé, il ne fallait pas parler comme Le Pen, et donc la droite institutionnelle s'était interdite de parler d'immigration pour ne pas parler comme Le Pen. Voilà. Mais malgré tout, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, y compris à gauche, qui disent que la pression migratoire est devenue totalement folle. Et donc, il y a des sujets qui sont plus libres qu'ils n'étaient il y a en 2000. Et vous avez d'ailleurs dans les axes de lutte contre le terrorisme intellectuel ajouté dans un chapitre les notions de presse alternative qui jouent ce rôle, et vous avez la gentillesse de citer TV Liberté parmi les acteurs de cette presse alternative. Alors 25 ans plus tard, on est bien en 2025, avec les habits neufs donc, de ce terrorisme intellectuel, où en sommes-nous exactement? Est-ce que l'on peut, comme le dit Mathieu Bock-Côté, affirmer que la situation s'est radicalisée? Ou est-ce qu'elle est restée identique? Ou, comme vous l'indiquez, il y a des fissures dans l'édifice de ce mur du terrorisme?
C'est précisément parce qu'il y a des fissures dans ce mur du terrorisme que la situation s'est radicalisée, paradoxalement. Parce qu'au fond, le système s'est senti menacé, commence à se sentir menacé. Et dès qu'il se sent menacé, eh bien, il sort les crocs, il devient méchant. Il y a notamment, enfin, ce qui est très, très frappant, une judiciarisation croissante du débat politique. Évidemment, la 17e chambre, c'est pas nouveau, on connaissait ça dans les années 80-90, mais aujourd'hui, enfin, vous prenez le moindre mot dissonant, la pensée dissonante lancée sur un réseau social ou un média libre peut vous amener une menace de procès, voire un véritable procès. Donc, il y a cette menace-là. Il y a la menace qui peut devenir une menace physique. Le terrorisme intellectuel peut conduire au terrorisme physique sur tout un tas de sujets, et pas forcément directement politiques, les questions anthropologiques, toutes les questions de genre, etc. On voit des jeunes femmes aujourd'hui qui ont fait il y a quelques mois un livre dans lequel elles dénoncent tout le problème du transgenrisme. Ce ne sont pas des bonnes sœurs catholiques d'extrême droite, et pourtant elles se font pourchasser et menacer physiquement parce qu'elles ont menacé une idéologie dominante. Oui, Jean Sévillia, d'ailleurs, c'est un des thèmes qui apparaissent dans l'ouvrage et une notion qui apparaît par rapport à l'an 2000, c'est que ces questions de genre sont devenues importantes. C'est vraiment pour vous, vous dites, une entreprise de subversion anthropologique. Oui, je le pense. Tant que cela. Tant que cela, oui, il y a vraiment ça a commencé, ça a été toute la chaîne du Pax, etc. À partir de cela, les milieux, je dirais, réactifs ont senti le danger, mais enfin, on n'a pas vu à quel point ça irait vite, et si vite, et si loin. Voilà. La question du transgenrisme est une question à laquelle on ne songeait pas il y a 20 ou 25 ans. Moi-même, j'avoue que je n'aurais pas imaginé cela. Voilà. Donc, il y a vraiment une volonté, oui. Alors, c'est un micro-milieu, mais ce micro-milieu a une telle audience médiatique, des telles complicités médiatiques, des telles complicités politiques aussi, que ça lui donne une puissance tout à fait considérable. Et malheureusement, il y a beaucoup de braves gens en France qui avalent ce discours-là et qui finissent par s'en convaincre. Oui, c'est normal, c'est naturel de changer de sexe si l'on veut. Je suis monsieur, je peux devenir madame ou inversement. Or, ces questions-là sont des questions très intimes, et moi, je n'ai pas d'animosité à l'égard des gens qui subissent des transformations de ce type. Ce sont des gens qui subissent un déséquilibre, et il faut les aider. Ça, médicalement, psychologiquement, ça, je ne faut pas les abandonner. Mais enfin, dire que c'est tout à fait naturel, non, c'est pas vrai. Il y a des questions qui se posent. Or, ces questions, on n'a pas le droit de les poser. Quand on voit qu'il y avait il et elle, et qu'aujourd'hui, d'instinct, on peut dire il, et on arrive maintenant à définir ça, est-ce que là, c'est une bataille perdue encore ? C'est pas perdu, mais enfin, c'est une bataille qui commence par le langage. Vous prenez ce bon exemple de Yel, quoi. C'est le mot qui devient interdit. Souvent, la bataille des mots, enfin, la sémantique a son importance considérable. Elle précède souvent la révolution des idées, ou elle accompagne, elle introduit la révolution des idées. Ça se répand très facilement. Alors, autre thème essentiel, un peu lié aussi, le wokisme, la cancel culture, avec une vision racialiste, vous dites des sociétés. Dans le Figaro, d'ailleurs, vous dites même que ce courant racialiste et communautariste de la gauche radicale n'était pas là dans la filiation des révolutionnaires français. Ça m'a intéressé. Ah oui, c'est vrai. Si vous voulez, les révolutions françaises, ça n'est pas ma tasse de thé, mais enfin, ils ont une vision universaliste. Si vous voulez, c'était la vision de Jules Ferry. Et on va prendre les gens, quel que soit leur milieu, qu'ils soient d'ailleurs. Ça accompagnait aussi la vision coloniale. C'était l'idée, quelle que soit la couleur des gens, la couleur de peau, leur religion, on va en faire des citoyens égaux, universels, autour d'un idéal qui est celui de la Révolution française. C'était un idéal universaliste. Or là, le wokisme, c'est un repli sur les identités raciales, je n'aime pas ce mot, mais enfin les couleurs de peau, c'est ça. Quand on tient des réunions qui sont interdites aux blancs, c'est cela. Et puis les identités religieuses, l'islamo-gauchisme, c'est un racisme, c'est-à-dire que par un renversement assez extraordinaire, ces antiracistes ont abouti à un racialisme qui est en fait un racisme à l'envers. C'est très extraordinaire à observer. Et ces notions-là n'existaient pas dans la Révolution française ? Par exemple, un racisme anti-religieux, peut-être, par exemple ? Déjà. On avait de l'antichristianisme, si vous voulez, mais on n'avait pas cette espèce de renversement, cette idée qui est un renversement complet. Et puis l'idée on devient l'islamo-gauchisme est un islamisme, est une forme d'islamisme. Je veux dire, chez des gens qui sont, certains sont issus de l'immigration, mais il y en a qui sont des enfants de Gaulois qui tiennent ce discours.
Plusieurs chapitres évoquent le sujet de l'immigration extra-européenne d'origine musulmane. C'est un sujet que l'on sait économique, social, culturel, politique. Mais en quoi il illustre le terrorisme intellectuel en 2025, selon vous? Écoutez, parce que ça, de ce point de vue-là, c'est le même discours que depuis les années 80-90. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée d'un sans-frontiérisme, l'idée que le monde appartient, la Terre appartient à tout le monde. Et qu'au fond, on peut arriver dans un pays avec ses valises, comme si on était là depuis quelques centaines d'années. Voilà. Donc il y a l'idée d'une interchangeabilité des hommes, des cultures. Au fond, c'est une volonté de morceler les identités, même de nier les identités historiques, quoi. Et donc, c'est une véritable idéologie, c'est l'idéologie immigrationniste qui s'est imposée à partir des années 80, à partir de toute la théorie antiraciste des années 80, touche pas à mon pote, etc. Et c'est resté très profondément ancré dans l'imaginaire des milieux culturels. Donc vouloir mettre un frein à l'immigration serait être raciste parce que bien, tous les hommes, quelle que soit leur origine, ont le droit de venir s'installer en France. Au fond, c'est une négation de la nation. Le fait national n'a pas d'importance, n'a plus d'importance aux yeux de certains. Alors, je reviens à la première question, parce que pour vous, le terrorisme intellectuel, il n'a pas faibli. C'est ce que vous avez redit à l'instant. C'est d'ailleurs pour cela qu'il fallait le raconter la suite de ce terrorisme intellectuel. Il n'a pas faibli, il s'est même aggravé. Et je trouve qu'il y a quand même des signes, peut-être suis-je trop candide, mais qui rassurent. Vous avez évoqué par exemple le rôle de la presse, une nouvelle chaîne d'information, une presse de transition, une presse alternative. Et il y a aussi d'autres signes qui ne trompent pas. Par exemple, je regardais la polémique, le dégoût, l'incompréhension populaire après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec Thomas Joly, et d'un autre côté l'engouement tout aussi populaire pour la réouverture de Notre-Dame. Voilà, est-ce que c'est un signe pour vous? Oui, c'est un signe, mais c'est-à-dire que de toute façon, un peuple n'est jamais totalement unanime, et puis il peut y avoir des contradictions. C'est-à-dire qu'à la fois, les gens ne sont pas profondément influencés par une certaine idéologie dominante, et en même temps, ils sont attirés par le beau, par le vrai, et puis les racines, ça compte, quoi. Les gens, à la fois, sont déracinés aujourd'hui, et en même temps, ils ont besoin de racines. Et la réouverture de Notre-Dame, c'était une symbolique extraordinaire, parce que c'est à la fois un symbole chrétien par définition, c'est un sanctuaire chrétien, un des plus vieux sanctuaires de notre pays, puis c'est aussi un sanctuaire, un monument national, quoi. C'est l'histoire de France, depuis les rois jusqu'à Napoléon, alors jusqu'à Général de Gaulle, la Libération. Enfin, cette cathédrale était liée à notre histoire. Et donc, il y a eu l'affaire de Notre-Dame, j'en parle dans le livre, va être très importante, parce qu'on a vu l'incendie de 2019 a été une sorte de traumatisme national, et la réouverture au mois de décembre a été un moment de joie pour tout le monde, alors que l'année 2024 n'a pas été très réjouissante sur le plan politique par ailleurs. Et maintenant, les cérémonies du bicentenaire de la Révolution française étaient déjà, en termes de terrorisme intellectuel, woke. C'était déjà du terrorisme. Le défilé de Jean-Paul Goude anticipait ou annonçait celui de Thomas Joly au mois de juillet dernier. Nous sommes parfaitement d'accord, sauf qu'en 1989, la réprobation populaire est moins forte, alors qu'elle apparaît très forte en 2024, et pas seulement dans certains politiques, mais vraiment au plus profond des peuples, des gens qui se disent « ça, c'est plus supportable ». Oui, alors il y a aussi une évolution globale de la société française. En 1989, 1988, François Mitterrand a été réélu par les Français. Aujourd'hui, la France politiquement est à droite, majoritairement à droite. Il se trouve que notre système est bloqué, mais enfin très majoritairement le pays est à droite. Et ils sont capables d'identifier les moments woke. Bien sûr. Donc ils ont maintenant la clé de compréhension. Grâce à vous d'ailleurs. Je l'espère en tout cas. Et puis il y a surtout, et là c'est encore un aspect peut-être plus positif, une forme de révolution conservatrice qui a été entreprise aux États-Unis par Donald Trump et peut peut-être durablement reconquérir l'intolérance idéologique que subissaient les Américains en priorité. Et puis, indirectement, par ricochet, les Européens, et encore par ricochet, plus particulièrement les Français. Est-ce que ça, vous pensez que des États-Unis peuvent arriver aujourd'hui, enfin, des bonnes nouvelles concernant cette lutte contre le terrorisme intellectuel? Et pas seulement Mathieu Bock-Côté qui nous arrive
du Nord de l'Amérique. Écoutez, oui, mais en même temps, je suis toujours un petit peu réservé. Hein. Les Américains restent des Américains. Hein. Je veux dire... ça, c'est important ce que vous me dites, oui. Moi, je n'ai pas toujours l'enthousiasme de la droite française, la droite de la droite s'enthousiasme pour tout ce qui se passe derrière Trump. Moi, je pense que Trump est d'abord comme tous les Américains, c'est un patrouille américain. Et je pense que Trump fera une politique étrangère américaine, des États-Unis, qui ne sera pas radicalement différente de ses prédécesseurs. Il y a une évolution depuis Obama de la politique américaine qui était semblable, qui va vers l'isolationnisme. Alors, ça et là, Trump pourra faire des bonnes choses qui vont dans notre sens, mais il ne sera pas spécialement gentil avec les Français. Moi, je n'attends pas de cadeau de Trump. Voilà. Donc, je crois à l'existence des nations, moi. Et les États-Unis sont une nation impériale. Nous sommes une nation. Ça a été assez compliqué déjà de bâtir notre indépendance. C'est compliqué de la maintenir, surtout que nous sommes aujourd'hui faibles et affaiblis, avec un pouvoir politique faible. Voilà. Je n'attends pas trop. Même sur ce combat des valeurs. Aurait dit ça peut jouer, mais il y a aussi, les nations de l'Europe de l'Est illibérales. Enfin, je veux dire, depuis la Hongrie jusqu'à, il y a tout un tas de petits pays, l'Autriche qui est un pays qui m'est cher, qui en ce moment bouge électoralement. Enfin, il y a l'évolution des peuples. C'est-à-dire qu'on voudrait passer, les vieux peuples européens voudraient les passer à la grande lessiveuse pour effacer leur identité par une immigration massive, par une massification, une uniformisation des mœurs, des mentalités. Les peuples résistent quand même. Comment analysez-vous d'ailleurs, à l'aune de ce regard que nous portons sur les États-Unis, le parcours d'Elon Musk, démocrate il y a 2 ans encore, ou d'un Zuckerberg qui dénonce aujourd'hui la politique diversitaire? Ils ont lu votre ouvrage, oui, qui avait lui-même été mis en place d'ailleurs dans le cadre de Facebook et de Twitter, nous le savons moins dans le cadre de Facebook, par le FBI directement. Comme dans un roman ou dans un film. Écoutez, moi même, parce que j'ai une petite réticence. On va attendre. Hein. Il faut attendre. Bon, Trump va prendre ses pouvoirs. On va voir comment les choses se mettent en place. J'ai une petite réserve. Quand vous apprenez McDo supprime sa politique diversitaire, pas Apple, par exemple. Là aussi, vous dites c'est un bon chemin où soyons encore prudents, toujours dans le même esprit que ce que vous me dites. Je suis prudent. Attendons quelques mois. Alors, il reste en fait un tout petit milieu en France qui impose ce terrorisme intellectuel. Et on a envie de vous demander, à la lecture de l'ouvrage et un peu en conclusion, comment on peut se débarrasser de ce milieu pour recouvrer la liberté? Comment procède-t-on? On lit votre livre, ça c'est clair. Oui, bien sûr, mais il faut de la lucidité, il faut du courage politique, il faut d'abord que les gens qui sont en réaction se travaillent. Voilà. Je veux dire, il y a beaucoup un peu de paresse intellectuelle. Et moi, je me méfie un petit peu des réseaux sociaux. Je suis moi-même sur certains réseaux personnels, mais ça ne suffit pas. Si vous voulez. On ne se forme pas politiquement, on n'apprend pas à penser le monde uniquement avec des tweets de je ne sais plus combien de signes, si vous voulez. C'est une petite pierre dans le jardin des influenceurs, des youtubeurs. Oui, c'est une grosse pierre. Oui, mais il faut travailler, si vous voulez. Moi, ça fait 25 ans que j'écris des livres, et c'est des livres, je dis pas ça pour mettre un exemple, mais je veux dire... mais vous voulez que ça apporte quelque chose, que ça compte. Oui, que ça compte, mais je veux dire, c'est que ça ne m'est pas tombé du ciel, si vous voulez. Il y a des heures et des heures de lecture, de travail, de sacrifice personnel, sur ma vie de loisirs, sur ma vie familiale, pour écrire ce type de livre. Et je crois qu'il faut passer par là. Et recouvrer sa liberté, c'est la lecture, c'est le travail. Il n'y a pas d'autres possibilités. Le combat politique, par exemple. Le combat politique est une Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous moi, je considérez? Je ne parle pas du combat pour un parti politique, mais le combat pour la défense de la cité. Le combat politique est essentiel. Et moi, je ne suis pas un militant parce que je parle à des gens qui ont différentes sensibilités. Mais je soutiens, je pense qu'il faut faire de la politique et j'encourage les gens à faire de la politique, tout à fait. Quand les gens disent la politique, c'est sale. Ça ne conduit à rien. Oui, mais c'est l'histoire de Peggy. Ils ont les mains propres, ils n'ont pas de mains. Non, il faut mettre les mains dans la pâte. Alors on se salit un peu, mais on peut faire de la politique proprement. Il y a comme des gens qui arrivent à faire de la politique proprement, ça existe. Hein. Des élus locaux, des militants, ça existe, Dieu merci. Des gens qui se donnent au bien commun, parfois et pas toujours pour attendre des places. Non, il y a encore des ressources dans notre pays. Dernière question, Jean Sébilla, qui sort un peu de cet ouvrage, encore que il y a quelques jours,
jour, Mathieu Pigasse, qui est homme d'affaires et dirige de nombreux journaux, aux finances de nombreux journaux du Monde, au Nouvel Obs, en passant par C'est à vous, C'est dans l'air, le Huffington Post, etc., a dit qu'il voulait que les journaux et les médias qu'il contrôlait, il voulait que ces médias s'engagent dans la lutte contre la droite radicale. Et vous travaillez dans un immense journal qui est le Figaro Magazine, collé à un immense journal, quoi qu'on en pense, qui est un des plus grands journaux de la presse française. Est-ce que vous souvenez, vous, d'un Dassault venant vous dire je vais contrôler cela, d'un R100 disant je vais contrôler ce que vous dites? Est-ce que ça s'est présenté? C'est un mythe de gauche. C'est un mythe de gauche. Comme quoi, je veux dire, les journalistes. Moi, j'ai toujours fait partie. Je fais toute ma carrière dans le groupe Figaro. Ma liberté a toujours été extrêmement respectée. Il n'y a jamais un rédacteur en chef qui m'a dit tu dois penser ça ou tu dois dire ça. Comme homme de droite, j'ai toujours été très libre dans ce cadre-là. Et donc, les grands patrons de presse ne donnent pas, téléphonent pas tous les matins au directeur du journal pour dire faut faire ci, il faut faire ça. Je veux dire, il y a une relation de confiance. Je n'avais pas le souvenir d'un oligarque ou d'un grand patron disant la presse que je contrôle. Je pense que ces termes-là n'avaient pas existé. Et je vous posais cette question-là. Et comment on ne réagit pas à ça? Parce que là aussi, en retour, les journalistes qui sont impactés, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qui sont touchés par cela, ne répondent pas. Journalistes du Monde, journal de référence, libre, etc. Regardez la diabolisation qu'il y a aujourd'hui autour de Vincent Bolloré, qui est un très grand patron de grandes entreprises. Est-ce que vous pensez que Vincent Bolloré passe sa journée à prendre le téléphone pour donner des instructions au directeur des journaux que son groupe contrôle? C'est un homme qui a par ailleurs d'immenses responsabilités industrielles, etc. Enfin, il a ses fils qui travaillent avec lui. Enfin, bon, ce sont des fantasmes de gauche. Est-ce que c'est du terrorisme intellectuel? C'est une forme de terrorisme intellectuel, oui, je le crois. Oui. C'est-à-dire qu'on peut penser que derrière des gens comme Kretinsky, comme Pigasse, comme Xavier Niel, il y a la volonté de contrôler les idées des journaux, et non pas d'être un mécène ou d'être un patron de presse, mais d'être quelqu'un qui assène un point de vue. C'est une accusation qu'il lance contre les patrons qui soutiennent des titres de droite, parce que les titres de gauche sont voilà. Il faut se rappeler que Libération a été soutenue il y a quelques années par un Rothschild, qui avait investi dans Libération, si vous voulez. On n'a jamais reproché à ce monsieur de Rothschild de manipuler, la rédaction de Libé. Donc cette accusation est à sens unique. On n'en a pas fini du terrorisme intellectuel. On n'en a pas fini, donc il y aura peut-être un troisième volume dans quelques années. Bon, et puis ce serait moi qui vous interrogerai, même s'il y a des jeunes journalistes aujourd'hui qui arrivent, comme on le voit sur TVL notamment. Merci beaucoup Jean Sévillia. Je rappelle bien évidemment cet ouvrage précieux, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, préface de Mathieu Bock-Côté, c'est aux éditions Perrin, et c'est un ouvrage indispensable à mettre dans sa bibliothèque. Merci à vous. Merci monsieur. Merci à vous.